Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Se dépasser, constamment, comme une nouvelle façon d'écrire la vie. Cette vie giflée par les situations de handicap, souvent bien trop sclérosantes, pour laisser entrevoir de vraies solutions de compensation. Pourtant, afin de se dégager des couloirs du découragement, l'espoir se libère et la volonté gagne. Sommaire. Un encadrement spécifique pour une démarche novatrice, la DPEP Guyane et ses IEM parient sur l'avenir. Ses troubles 10, elle les combat avec une force exemplaire, Orlan ne s'embarrasse d'aucune barrière. La forêt des Guyanes lui a rendu l'équilibre. Brice Herouette des Forges est un artiste de la couleur. La PAJH est la formidable aventure qu'a embrassée Madame Cassin-Pierrot au cœur du handicap rencontre. Une vocation précieuse de spécialiste face au courage d'une jeune aveugle, rendez-vous pédagogique à la Médave de Martinique. Un duo pas comme les autres qui roule et qui vit en toute complicité, Sylvia et Dickens ont une autre façon de s'aimer. Papillon volé, bon mag. Alors l'Institut d'éducation motrice de la Guyane, c'est un établissement qui accueille des jeunes, des enfants, des adolescents en situation de handicap moteur avec ou sans trouble associé. Pour un accueil de jour, ils sont pris en charge à 8 heures par une équipe thérapeutique, une équipe éducative, une équipe pédagogique, une équipe médicale, une équipe également, on va dire, psychosociale. Le travail d'un psychologue dans une telle structure consiste à permettre aux enfants de verbaliser leurs émotions. Donc on est dans un projet d'accompagnement de ces enfants, puisqu'ils sont handicapés moteurs mais pas du tout déficients. L'approche est excellente et également, en tout cas, les rapports sont très cordiaux et il y a une complicité. Alors sachez que lorsque le jeune est accueilli ici, on a ce qu'on appelle un contrat de séjour et un projet d'accompagnement personnalisé qui est élaboré en étroite collaboration avec la famille. Alors effectivement, il peut y avoir un travail de réassurance pour certains enfants parce que soit les maladies sont de naissance, soit ce sont des maladies évolutives, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui marchaient et qui finalement, avec certaines ataxies, se retrouvent en difficulté avec des pertes de l'équilibre de la marche et qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc ces enfants-là ont besoin effectivement de s'exprimer dans certains cas. Il peut y avoir des versants dépressifs et ils tiennent aussi à avoir cette relation entre le thérapeute et eux, qui va être une relation qui peut être un petit peu secrète par rapport à leurs parents, parce qu'ils ont des jardins secrets, ils ont aussi besoin de parler de leurs émotions, ils peuvent parler de leurs émotions amoureuses, de choses comme ça, de choses très très simples en fait, et qui concernent tous les enfants. Donc la mission principale, c'est quand même permettre à ces jeunes d'accéder à un maximum d'autonomie. Également, la mission de cet établissement permet de démystifier le handicap, parce que nous savons dans nos régions, en tout cas dans nos régions ultramarines, que le handicap est quelquefois encore un tabou. Donc permettre à ces jeunes de sortir, d'accéder aux loisirs, d'accéder aux cultures, permettre à la société de voir qu'il y a des enfants handicapés, également permettre à ces enfants de s'insérer dans la vie sociale. Et puis établir un lien de confiance. Autre mission, toujours garder un lien fort avec l'école. Ces jeunes, pour certains, sont scolarisés à temps partagé. Donc le matin, ils sont souvent à l'école et l'après-midi, ils sont pris en charge par nous. Également, accompagner sur le plan thérapeutique, compléter les bilans médicaux, leur permettre de faire de la kiné, de la psychomotricité à l'Institut. Le choix de l'équithérapie est un choix qui est lié justement à la réassurance de ces enfants dans le lien social aussi, puisque et ça leur donne finalement une liberté aussi qu'ils n'ont pas forcément, puisqu'ils sont souvent en fauteuil roulant. Et lorsqu'ils sont à cheval, ils peuvent guider leur monture et ça leur donne vraiment beaucoup de confiance en eux. L'IEM ici a ouvert officiellement ses portes au mois d'octobre 2010. Alors ça a été une première phase car nous lançons officiellement et physiquement la construction d'un IEM 60 places. Alors pourquoi 60 places? Parce que nous avons recensé pléthore d'enfants qui mériteraient d'intégrer cette structure. Également, l'IEM 60 places permettrait également aux enfants qui viennent du fleuve, notamment des fleuves Oyapock, Maroni ou de Saint-Laurent, d'intégrer cette structure
car également dans cette nouvelle IUM, il y aura la possibilité d'avoir un internat. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas l'association, l'ADPEP, fait régulièrement des missions sur l'ensemble du territoire pour dépister les types de handicap et permettre à la maison départementale de la personne handicapée de notifier et également d'avoir une cartographie sur les besoins en matière d'établissements médico-sociaux. Alors je voudrais que ces enfants, bien sûr, puissent vivre avec le handicap et je voudrais également que la société puisse accepter, puisse admettre, puisse voir qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'une attention particulière. Très bien. Super. Je suis Orlane Ravillon, j'ai 24 ans et je souffre de troubles 10. Les troubles 10, ce sont la difficulté de l'apprentissage quand on est jeune et aussi quand on est adulte. La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, etc. Ce genre de troubles s'accompagne généralement du trouble du comportement et du trouble de la mémoire. J'ai eu du mal à lire et écrire tout parce que c'est l'apprentissage même dont il est question. Donc on n'a pas la phonétique, par exemple, on ne l'a pas. On ne connaît pas la phonétique, on ne connaît pas l'écriture, on n'arrive pas à fixer des sons sur des lettres, des mots. Donc c'est un travail. Très tôt, j'ai dû suivre des séances d'orthophonie et être suivie par d'autres professionnels. Donc j'ai tout de suite compris que j'avais un problème dès mon plus jeune âge. Et plus je passais dans les différentes classes, plus je me rendais compte que j'avais des problèmes au niveau de la lecture, de l'écriture, de tout ce qui était mathématique. Donc pour cela, j'ai dû moi-même combler cela en étant plus forte, j'ai envie de dire, dans certaines matières et subir d'autres. Donc j'ai eu une scolarité un peu comme tout le monde, donc j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai eu une licence en sciences politiques. Ensuite, j'ai continué en master 1 des droits des ressources humaines et de la protection sociale. Et actuellement, je suis en master 2 droits des ressources humaines et de la protection sociale que je fais en alternance ici à la Société immobilière de la Guadeloupe. Je me suis battue par moi-même avec mes propres armes. C'est vrai que quand j'ai eu ma reconnaissance de travailleur handicapé, cela m'a permis d'avoir un papier qui prouvait que je souffrais d'une certaine manière, parce que de le dire, c'est quelque chose, mais de prouver, c'en est une autre. C'est très dur d'avoir un handicap non visible, parce que les gens, dans leur tête, une personne handicapée, c'est une personne qui a un handicap physique. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, ce n'est pas que des personnes qui ont un handicap physique qui sont handicapées. On peut être handicapé avec d'autres troubles. Et le handicap n'est pas physique. Il n'est pas non plus mental. C'est un combat d'une vie, j'ai envie de dire, le handicap. J'ai envie de défendre les faibles, les opprimés, ceux qui sont oubliés en général. Je veux aller vers les personnes qui souffrent. Parce que peut-être c'est parce que j'ai une sensibilité qui me pousse à aller vers eux. J'ai très bien été accueillie au sein de la Société immobilière de la Guadeloupe, particulièrement au sein du service des ressources humaines. Je me suis sentie très bien dès les premiers instants. Ils m'ont mise à l'aise et je m'épanouis pleinement dans mon travail. Je suis comme tout le monde, oui, j'ai des amis et puis je ne me fixe pas de barrière, ni psychologique, ni géographique. Quelle que soit la barrière, je ne m'en fixe pas. Je veux aller le plus loin que possible. Je sais que je vais y arriver. Avant la Guyane, j'avais jamais touché un pinceau de ma vie, ni un crayon. Encore qu'à l'école primaire, un copain m'avait appris à dessiner un visage. Peut-être que ça vient de là finalement. Des fois, ça vient de l'enfance. Mais bon. Alors je sais pas, j'ai commencé ici, chez mon frère, parce que mon frère est en Guyane depuis plus de 20 ans. Et moi, étant souffrant en métropole, il m'a dit viens faire un tour en Guyane. Ça ira mieux. Et il m'a dit, les arbres m'ont dit que tu vas les guérir. Ouais, en fait, il n'avait pas tout à fait tort. Ça se vérifie aujourd'hui, même si j'ai encore des petits soucis, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'ai un trouble bipolaire qui s'est déclaré en 1996 à San Francisco, après un voyage avec mon entreprise. Et puis j'ai connu une vingtaine d'hospitalisations en métropole.
Et en 2003, quand je suis arrivé en Guyane, peu de temps après, j'ai été hospitalisé. Et le trouble bipolaire, c'est des phases, c'est anciennement maniaco-dépressif. Ce sont des phases d'excitation importantes. Par exemple, vous achetez beaucoup de choses, vous rencontrez beaucoup de monde, vous êtes très actif, hyperactif. Et pour ma part, lors de certaines crises avant de me faire hospitaliser, je peins beaucoup. J'ai fait une rencontre lors de ma première hospitalisation ici, d'une ergothérapeute. Elle a fait exploser quelque chose en moi, une étincelle. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Ouais, ça m'apaise, c'est une thérapie la peinture. C'est une émotion, c'est une occupation, c'est une thérapie. Je sais que par rapport à ma maladie, ça me fait beaucoup de bien. Si, c'est un peu un compagnon de vie, en fait, la peinture. Comme d'autres arts. Parfois, c'est rejeter ses émotions. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est rejeter ses émotions, ses souffrances ou ses joies. J'ai fait un tableau noir, parce que ça n'allait pas dans ma vie à ce moment-là, donc je voyais tout noir. Donc j'ai fait un tableau noir, bon, avec un petit carré vert, parce que je pense qu'il y a toujours un espoir. Et les couleurs, c'est ce qui fait, c'est ce qui représente la diversité des hommes. Enfin, je pense que quand je serai plus là, mes tableaux seront peut-être encore là. Donc, en quelque sorte, ça me prolonge, je pense. Je suis un aventurier, en fait. Je suis un aventurier de la peinture, un aventurier de la couleur. Puis j'ai quand même des messages à faire passer aussi. Changer de regard sur la différence, reconnaître la souffrance liée au handicap invisible, donner écho à la voix des personnes porteuses de handicap, c'est avancer en intelligence vers une société solidaire. Et quand l'amour s'en mêle, la joie du cœur resplendit. Écoutez, Papillon Capalé. Bonjour Madame Cassin-Pierrot. Bonjour Fabrice. Votre parcours s'assied-il sur une rencontre avec le handicap? Mon parcours est assez particulier, je dirais. Lorsque Geneviève Drumeau, qui a créé l'association pour adultes et jeunes handicapés, m'a sollicité pour venir l'aider dans ce domaine, je dois avouer que je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. Je ne le connaissais pas parce que ce monde était un monde caché. Et donc, c'est avec la PAJH que j'ai découvert ce qu'était le handicap et ça m'a éclairé sur certaines personnes handicapées que j'avais l'occasion de rencontrer, bien entendu, mais que je ne considérais pas comme personnes à l'égal des autres. Parce qu'à l'époque, on les appelait ces personnes des infirmes. Et pour moi, des infirmes n'étaient pas des personnes comme les autres. Et en quoi votre dynamisme apparent se traduit-il sur le terrain? Eh bien, sur le terrain, c'est faire en sorte que les personnes porteuses d'un handicap trouvent les moyens d'une existence presque normale, à peu près à l'égal des autres, quoi. Et cette existence, c'est quoi? Faire en sorte que ces personnes-là, depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire enfants, ils leur place dans les établissements scolaires, plus tard, aient le droit à l'instruction comme les autres, ensuite, aient le droit à la formation comme les autres, et même pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la formation, aient le droit quand même d'être ensemble, d'être dans une structure, d'être reçus, d'avoir une vie sociale. Et en termes d'accompagnement, croyez-vous qu'il y ait un avant et un après à PAJH en Guadeloupe? Ah oui, je peux le dire. Ah oui, c'est très marqué, très très marqué. Je reprends que lorsqu'en 1978, l'association a été créée, il n'y avait pas de handicapés en Guadeloupe, mais des infirmes qui connaissaient des situations de vie inhumaines. Il y avait des gens attachés, enfermés, des gens qui faisaient peur et des gens dont on avait honte. C'était ça le handicap. Les parents en avaient honte et ces personnes-là faisaient peur aux autres. Et puis le handicap était perçu chez nous, nous sommes dans un pays où on parle beaucoup de sortilèges, le handicap était perçu comme un sort jeté, une malédiction qui pesait sur une famille. C'était ça, c'était pas du tout naturel. Donc ça faisait peur. Et qu'est-ce qui vous a vraiment chamboulé? Je dirais deux faits. Un fait, je dirais inconscient. J'étais petite, il y avait dans mon entourage un jeune homme, un être que je ne connaissais pas, qui vivait enfermé dans une espèce de chambre obscure. Et il y avait une petite lucarne en haut
En sortant de l'école, on a jeté un coup d'œil, on voyait cette personne au fond, comme dans un puits, et qui hurlait, qui regardait, qui annonçait quelque chose que nous ne comprenions pas. Elle nous faisait peur, nous croyions que c'était une bête, c'était un diable qui était enfermé là. C'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est à propos de cette même personne, un jour où, après les événements de 1976, où les gens de Saint-Claude ont été emmenés en Grande Terre, cette personne s'est trouvée dans un établissement à Sainte-Anne. J'ai eu à aller dans cet établissement, j'étais déjà grande alors, je suis allée dans cet établissement, et quelle ne fut pas ma surprise de voir quelqu'un avancer vers moi, une personne de grande taille, assez corpulente, venir vers moi et m'attraper par le bras. Et tous les gens autour de crier « Lâchez, lâchez la dame, lâchez la dame ». Et moi de dire « Mais non, pourquoi lâcher? Laissez, il ne me fait pas mal ». Et cette personne m'a entraînée sur le bord de la mer et m'a montré des palmes de pape, de cocotier qu'elle était en train de tresser. Et avec un grand sourire, m'a dit « Ah ». C'est-à-dire, elle m'avait emmené pour regarder. Et j'ai su que c'était cette personne que petite je voyais dans le trou. Et quelles sont vos plus belles expériences? Déjà, d'avoir pu prendre une petite association comme la PAJH, où nous accueillions une trentaine de personnes dans une petite salle mise à disposition par la ville de Basse-Terre, et d'avoir transformé ça, je pourrais dire, en presque une moyenne entreprise, avec la gestion de 7 établissements, avec l'accueil de près de 500 personnes, on s'occupe d'environ 500 personnes porteuses de handicap, on fait travailler près de 200 familles, ça c'est ma réussite. Mais ma joie, je vous dirais, c'est lorsque je suis fatiguée, lorsque je suis un petit peu à plat, d'aller dans mon foyer de vie qui est à Vieux-Fort et de voir les personnes du foyer venir jusqu'à moi en chantant « Ah, mi-macassin !» Alors là, je suis requinquée, je suis regonflée pour continuer mon œuvre. Non seulement il n'est pas venu, mais en plus il a oublié de me présenter ses excuses. Je m'appelle Marielle Rosalie, j'ai 13 ans. Je suis née le 16 septembre 1998. Je suis au collège Place d'Armes 2. À l'école, j'écris en braille avec la machine Perkin. La MEDAV est une structure qui accueille déficients visuels et déficients auditifs, des élèves scolarisés en milieu ordinaire. Moi, j'interviens au niveau du S3AIS. C'est le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire. Moi, j'interviens plutôt au niveau du volet pédagogique et j'accompagne ces élèves en classe ou alors sur le site de la MEDAV pour des activités de remédiation. Je suis venue à la MEDAV juste pour apprendre le braille abrégé, le braille informatique. Marielle est une jeune aveugle qui est scolarisée donc en Martinique et qui est accompagnée par nos services depuis son plus jeune âge. Et elle a appris le braille très tôt et maintenant elle est au collège et est toujours suivie par nos services, en tout cas jusqu'à l'âge de 20 ans. Un orage se prépare. Il y a un point, on commence un orage. Un orage se prépare. 12e phrase, nous avons... Vu qu'elle travaille en braille, il y a des activités qui sont très difficiles pour elle, comme la géométrie et la géographie. Donc ici à la MEDAV, nous intervenons surtout sur ces matières-là qui sont très difficiles pour elle. Et difficiles aussi pour l'enseignant qui n'a pas non plus les moyens de mettre en place les outils et les supports en relief qu'il lui faut. Parfois j'ai pris des cours, parfois les profs envoient à la MEDAV pour traduire les cours en braille. Le braille abrégé est une forme de braille plus élaborée. Le braille intégral, je vais transcrire un mot. Si j'écris maman, j'écrirai M-A-M-A-N, toutes les lettres. Le braille abrégé permet un petit peu de simplifier, comme quand on prend des notes quand nous sommes à l'université. Beaucoup, par exemple, on écrira BC. Donc le braille abrégé, il y a toute une liste de symboles, près de 800 symboles à connaître par cœur, et des assemblages de sons qui sont donc abrégés. Le ion, ce sera une lettre. Le ation, A-T-I-O-N, ce sera aussi une lettre. Donc ça lui permet de réduire, en matière de volume, ses supports. Au fur et à mesure que je les
Marielle est une élève très assidue. Très assidue. Elle est toujours là, toujours présente à ses prises en charge, toujours volontaire. Toutefois, il y a vraiment des baisses de régime, hein, mais elle est fatiguée, c'est normal. Donc on essaie de concentrer ses prises en charge au début de semaine pour qu'elle soit un petit peu plus libre en fin de semaine. Le vendredi après-midi, par exemple, elle est à la maison et on ne l'embête plus. C'est un métier vraiment passionnant et c'est vraiment très intéressant de travailler avec ce type de public parce qu'on voit vraiment leur progrès, on voit vraiment leur évolution et on se sent vraiment utile. Nous nous engageons à donner à Marielle tous les moyens pour qu'elle puisse réussir, pour qu'elle ait son bac. Et après, nous verrons comment l'accompagner dans la vie professionnelle. Compenser, comme un art de vivre avec la différence, en abattant l'une après l'autre les barrières de l'exclusion. Compenser pour penser les blessures morales et activer avec force tous les leviers du retour à l'autonomie. Gardez Papillon d'Héros. Dickens. Voilà, c'est mon Dickens. Dickens. Voilà, c'est Dickens qui est mon ami, mon compagnon. Dickens, viens. Je me présente, Mademoiselle Giste Sylvia, entre parenthèses Tita. Je suis myopathe depuis l'âge de 26 ans. Là, je traverse mes 40 ans, mes 41 ans. Depuis quand j'ai eu mon chien, mon bébé, mon Dickens, alors ma vie a changé. C'est un chien, il te motive, c'est un chien d'assistance. Il est né le mois de juin. Il est là, il me motive. Il m'oblige à faire des choses quand j'en ai pas envie, quand ça ne va pas. Il m'aide énormément. Je ne peux pas soulever mes bras. Il allume ma lumière. La porte n'est pas fermée à clé. Il va recevoir la personne qui vient. Il ouvre la porte. Si par exemple j'ai envie de boire et je suis loin de l'eau, je lui envoie prendre l'eau. Je lui demande d'amener. Il va récupérer l'eau, il va amener pour moi. Sans lui, je ne me sens pas capable. Je ne pourrais plus sans lui. On va en ville. On va aux abîmes, on fait le tour des bâtiments, on me voit à travers de Dickens. Je suis heureuse qu'on me voit à travers de Dickens. Mais ça ne devait pas se faire de voir quelqu'un à travers de Dickens. Avec mon fauteuil, je peux aller faire mes courses comme je peux. Je suis heureuse quand je suis dans la rue. Mais il y a tellement de choses, il manque tellement de choses. Parce que nous ne sommes pas assez liés ici en Guadeloupe par rapport à nos différentes maladies, par rapport à nos différentes souffrances. Moi, j'aime pas dire le mot handicapé parce que le mot handicapé, c'est lourd, ça pèse et c'est dur. C'est pareil si on dit, comme on dit à quelqu'un que ouais, un tel est folle, ça pèse la personne, dit que la personne est souffrante. Au lieu de dire handicapé, essayons de faire rentrer le mot invalide. Quelqu'un qui est invalide n'a pas besoin de l'argent. Dickens, mon chéri, il ne peut pas me donner de l'argent, mais il me donne de l'amour. Il est à l'écoute. Il est là, il aide. Il est là pour défendre. Je ne peux pas aller quelque part pour qu'on ne puisse pas m'injurier. Voilà. Même ici devant ma porte là, j'ai demandé qu'on puisse mettre des panneaux, des trucs, parce que les gens m'insultent sur les parkings qui sont réservés pour les personnes à mobilité. Quelquefois, il faut que j'aille faire tout le tour là-haut pour pouvoir descendre dans le chemin pour passer. Les gens ne respectent point ça. Ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. On a une telle complicité que j'ai jamais eu cette complicité-là, même pas avec mes frères, avec aucun ami. Et il vaut mieux avoir un ami complice comme lui qui ne te trahira pas. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Film. Cinéma. Amis. Ce soir. Film.
Intouchable. Super. Venir avec nous. Ok. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais au cinéma avec des amis ce soir. Vous allez voir quel film? Intouchable. Super. Tu viens avec nous? Ok. Partager la réalité du monde du handicap, c'est tenter d'embrasser tous les recoins d'une différence à dépasser. Mais il ne suffit d'espérer, il faut agir ensemble. Merci de votre fidélité, à bientôt et laissez Papillon voler.